Être bûcheron en montagne a toujours été un métier pénible et dangereux. Jean-Charles pourtant s'accroche à la pente et résiste aux intempéries depuis 30 ans, malgré la concurrence des bois de plaine, dont l'exploitation est plus facile et forcément moins coûteuse. Ce grand bonhomme enthousiaste sait qu'il n'a pas le choix s'il veut vivre et travailler dans ce pays qu'il aime et où il a grandi. Aujourd'hui, il a décidé d'extraire le bois de la forêt par un câble suspendu, une sorte de téléphérique temporaire. Une méthode aérienne plus respectueuse de la forêt qu'il envisage même de sublimer en utilisant dans le futur un ballon dirigeable. Nous sommes dans la vallée du Gifre, en Haute-Savoie, à Samoin exactement. Un territoire recouvert de chalets dont le bois provient très majoritairement d'autres pays, alors que la forêt est partout alentour. Ce paradoxe qui ne saute pas aux yeux de tous, Jean-Charles en a fait son cheval de bataille. C'est lui que nous allons suivre au travers des bois. Je retire un petit coup de boussole pour voir mon axe s'il est toujours bon. Là, je suis sur la limite entre deux propriétaires. Début juin. Avec les beaux jours, Jean-Charles s'attaque à un chantier de bûcheronnage conséquent. Première étape, le balisage du terrain, le repérage des obstacles potentiels. J'arrive à me repérer en remontant, je revois les arbres en fait. Une fois qu'on est passé à un endroit, on sait où... Enfin, voilà, c'est de la déformation professionnelle, on se repère aux arbres, après on revoit tout, quoi. C'est comme un film qui se déroule. Une fois le balisage réalisé, Jean-Charles, épaulé par deux jeunes bûcherons, passe à l'action. Je démonte la queue, hein. Donc là tu le façonnes en gros, tu le casses. Tu sais, tu le casses, hein, là, tu le casses en morceaux. Tu peux commencer à faire une découpe là pour voir la gueule qu'il a. Le Corentin, c'est un stagiaire. Le fait de s'installer de cette façon, quand je lève les yeux, je vois exactement où il tombe. À rien près, je sais où il va. Donc après, il y a le poids, il y a les branches, il y a un petit peu ça qui joue sur le... Je sais que mon arbre est bien visé, quoi. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Faut bien calculer son coût et faut bien penser à ce qu'on fait, quoi, simplement. Quoi. Il y a une logique dans les choses et c'est... voilà, il faut s'en prendre comme il faut. Quoi. Voilà. L'ordre des travaux consiste tout d'abord à ouvrir une ligne dégagée dans la forêt où passera le câble qui servira au débardage. Tous ces travaux nécessitent force et robustesse, mais derrière une certaine rusticité se cache une bonne dose de réflexion avant d'agir. L'organisation de départ va déterminer économie de temps et d'énergie. Dès qu'il y a de la pente, dès qu'on est en conditions un peu compliquées, le rendement du bûcheron baisse d'un paquet. Donc on pense en étant astucieux. Moi je dis qu'un bon bûcheron, c'est un bon feignant, quoi. C'est quelqu'un qui est capable de s'économiser toute la journée, limiter les courses, avoir bonne tête. Tu oublies le compas, tu oublies de faire suivre le bidon d'essence, puis qu'il se retrouve là-bas dessous, puis qu'il faut recommencer à aller chercher, remonter, faire suivre le matériel, rien que ça, tu économises des pas, et ainsi de suite. Et plutôt, à la fin de la journée, toutes les petites actions économisées, à la fin de la journée, ça fait peut-être un arbre de plus, 2 mètres cubes de plus. Et donc à un moment, il faut un certain rendement pour arriver à sortir une journée où on gagne à peu près notre vie. Ouais, donc c'est un arbre qui ne veut pas descendre, il a trop de branches, il s'est coincé dans les autres.
Et pour le faire tomber, je vais abattre celui-ci, son voisin. J'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais bon, faut pas trop traîner dessous non plus, quoi. Parce que c'est une situation un peu merdique, quoi. Voilà. Ils défendent bien des fois d'ailleurs. Ça fait de l'énergie, ça vient pas tout seul, ouais. Voilà, c'est bas. Ouais, quand c'est tout l'un sur l'autre, c'est un peu la merde à... Vaut mieux un peu s'embêter que de se retrouver, se mettre en situation dangereuse. Là, il n'y a plus de danger, quoi. Plus beaucoup. Essayer de voir si on peut choper un message aux autres. On va manger par là, non? Nous, quand on redescend. Qui est sucre lent. Comme les sportifs. Des choses qui tiennent au ventre. Généralement, le bûcheron est travailleur indépendant ou travailleur détaché. Jean-Charles a choisi, lui, de salarier 2 jeunes ouvriers et a en tête de leur faire aimer le métier au point de leur transmettre un jour l'entreprise. Les jeunes semblent satisfaits de la situation. Je crois qu'ils reviennent aussi, c'est pas que pour moi, c'est aussi parce qu'ils aiment ce métier. Enfin, il me semble, hein. Puis cette façon de... T'as beau aimer un métier si t'as pas un bon patron. Sûrement, oui. Sûrement. C'est bon, il arrive avant la sieste. Moi, l'hélico en forêt, c'est fini. Depuis le début des années 90, plus personne dans la région n'utilise l'hélicoptère pour extraire les troncs coupés sur les parcelles difficiles d'accès. Le prix du bois a bien trop diminué pour couvrir la location des engins. Globalement, l'exploitation du bois de la montagne coûte bien plus cher que celui de la plaine. Un coût d'exploitation en plaine, on arrive à des 15 € le mètre cube, 14-15 € le mètre cube. Nous ici, sur un truc comme ça, on est à 43, 45, quoi. Il y a un vrai handicap montagne. Hein. On a des super bois, mais il faut aller les chercher, quoi. Là, on a deux vieilles fermes de chaque côté. On voit bien les mantelages d'époque. Et puis juste à côté, un bâtiment déjà avec une architecture différente, parce qu'il y a le bois qui est posé de façon horizontale. Donc là, ouais, on est dans des promotions immobilières où le seul raisonnement ici, c'est le coût, quoi. Dans ces bâtiments-là, si on a 20-25% de bois local, c'est le maximum, quoi. Il y a beaucoup de bois d'importation. Ça peut venir des pays de l'Est, de Finlande, d'Autriche, d'Allemagne. Le beau chalet savoyard, on fait rêver les gens avec la tradition, mais le bois finalement, il vient pas de chez nous, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même assez dingue que ce qu'on retrouve dans nos bâtiments, ça ait traversé la moitié de l'Europe. Donc on a tout ce qu'il faut sous la main, quoi. Jean-Charles aime revenir sur le paradoxe français. La forêt couvre 1/3 du territoire national, mais le bois est en 2e position dans le déficit du budget français. Un climat économique qui pourrait paraître morose si Jean-Charles ne le contrastait pas grâce à son optimisme invétéré. En tout cas, ce contexte n'a pas dissuadé Lucas et Maxime de s'engager dans le métier. Je fais tout en rapport avec la nature, quoi. Je chasse, je suis passionné, puis c'est ça, il y a tout qui me plaît, quoi, dans la forêt. C'est pour ça que je pense que je suis là. Enfin. Ouais, moi c'est pareil, hein, j'ai appris depuis tout petit avec mon grand-père, et puis après, il m'y a donné le goût, et puis comme j'avais un cousin qui travaillait déjà dans les travaux forestiers, il m'a pris en stage, et puis c'est là que ça a commencé, quoi. On est vu un peu comme des rustres, si on peut dire, par rapport... parce qu'on n'est pas nombreux à travailler dans le bois, quoi. Mais bon, ça nous plaît. Moi je sais quoi, c'est plus une passion qu'un métier, quoi. Ça tous les matins, je suis content d'y aller au boulot. Enfin,
Ouais, c'est comme ça, je vois. Pourtant c'est dur quand même. Ah, c'est un métier physique, mais quand ça plaît. Tous les métiers sont durs, hein, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est bûcheron qu'on sera plus costaud, hein. Enfin, je suis persuadé que non, hein. Tous les métiers, chaque métier a sa difficulté, quoi. Et pour vous faciliter la tâche, vous auriez pu choisir de travailler en plaine, où c'est quand même plus facile, mais vous avez choisi de travailler en montagne, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plaine chez nous, et puis que s'il fallait travailler en plaine, il aurait fallu qu'on se déplace. Et vu qu'on est trop amoureux de notre pays, on se déplace pas. Ouais. Faut être attentif, faut observer, faut avoir l'œil en l'air quoi. Et quand ça part, quand l'arbre part, faut toujours regarder en l'air. C'est de là que le danger vient. Il faut encore anticiper plus, parce que dans la pente on dit que le bois il est jamais arrêté. Il peut toujours bouger. Ici on va travailler, on va commencer à abattre la coupe en montant. Puis après on va débarder le bois en redescendant quoi. On reprend le bois dans l'autre sens. Comme ça à chaque fois, le bois abattu il est en aval, le bois qui reste à couper il est en amont. Et quand on débarde, on inverse la manœuvre, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours en amont du bois qui peut bouger, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'on limite le risque, quoi. On va tenir jusqu'à midi, puis on verra bien si on y arrive. En fait, travailler sous la pluie, ça se fait, mais moi j'aime pas parce que c'est plus risqué. Dans la pente, tu glisses, tu t'étales, c'est fatigant, c'est énervant. Alors du coup, on fait des conneries. Là, c'est souvent que ça arrive comme que ça pleut tous les jours. Ou que... Moi, le seul accident que j'ai eu, c'est le vrai, celui qui t'arrête. C'était un jour où il faisait ce temps-là, et ça m'a marqué, c'est bon quoi, j'ai fait 2 bêtises, ils m'ont pas emmené à l'hôpital, la troisième elle m'a emmené à l'hôpital quoi. Et j'ai pas voulu arrêter, j'ai pas voulu me sauver, j'aurais dû, à la première j'aurais dû me barrer quoi. Puis non, je l'ai pas fait. Contrairement à une idée reçue, en France, la forêt progresse en surface et en volume. En 30 ans, elle a augmenté de 15%, et l'exploiter vaut mieux que la laisser aller. Cela rejoint les conclusions du GIEC qui spécifient qu'une forêt bien entretenue participe à l'amélioration du climat. La forêt, elle se renouvelle toute seule, et elle n'a pas besoin de nous, hein, c'est sûr, hein, si on veut dire, on laisse en libre croissance, ok, il n'y a pas de problème, la forêt vierge, ça marche aussi. Hein. Seulement une forêt vierge, ça rend aucun service à l'homme. Une forêt en évolution libre, elle restitue pratiquement autant de carbone qu'elle en stocke. Parce que les vieux arbres tombent, dépérissent, le bois pourrit au sol, mais le bois qui pourrit, c'est du carbone qui retourne dans l'atmosphère. Jean-Charles n'a guère le temps de jouer à l'accrobranche. S'il grimpe aux arbres jusqu'à leur cime, c'est pour y placer les supports qui porteront le câble permettant d'extraire les troncs. Les sapins font magnifiquement office de pylônes naturels pour ce téléphérique éphémère. Donc l'amarrage du bas, l'amarrage du haut, il y a 400 mètres de distance. Bon, faut pas avoir le vertige, c'est tout quoi, mais autrement c'est de l'escalade super simple. Hein. On met le maximum de chance de l'autre côté, on prend le matériel qu'il faut. Une bonne branche, ça tient quoi, hein. Il y a de quoi s'accrocher. En fait, ça fait peur, c'est quand les arbres sont petits. C'est étonnant, mais plus l'arbre est petit, après ça balance. Mais quand l'arbre est gros, on est bien. Il n'y a pas de problème. Mon élingue de support que je vais monter tout à l'heure, là, elle va être à 18 mètres, quelque chose comme ça.
Tiens-moi la main. En fait, on lui a appris son parcours. Et là, je vais pouvoir le reprendre. Si Lucas a pensé à me donner la main. La mise en place du système à câble est certes un peu longue, mais c'est autant de temps gagné lorsqu'on voit l'efficacité du débardage. Bon, attention à vous parce que ça va tirer. Faut pas être dans le secteur. On va faire un peu plus doucement. Alors là, on peut balayer une bande 30-40 mètres de chaque côté de l'axe de la ligne pour pouvoir prendre le bois facilement, quoi. Là, on remonte à peu près 2 tonnes et demie. Ça fait 2 mètres cubes de bois, 2 bons mètres cubes. Et voilà, là il est parti en automatique. Donc là il monte tout seul. Et en fait ici, c'est pas très raide pour du câble. C'est vrai que les coupes à câble sont souvent beaucoup plus pentues. Mais c'est très très humide et inondé, quoi. Je veux dire, on est dans des zones mouilleuses. Et du coup ça nous évite de venir avec des engins et de faire des gros dégâts, quoi. Tout ce qui sort par l'aérien, ben, on respecte les sols et on ne fait pas de dégâts, quoi. Ah ouais. Bonjour. Craven, c'est pas une marque de clope. Il y a du monde partout maintenant, hein, partout. C'est le loisir qui est prioritaire pour l'instant. On a des coins où il y a des interdictions estivales, carrément, et c'est interdit juillet-août, pas d'exploitation forestière, quoi. Et en fait, ces chemins-là qui sont empruntés par des VTT et par des randonneurs, à l'origine, ils ont été créés pour desservir des alpages et desservir des parcelles forestières. Et une fois, j'ai une dame qui m'a dit ici, c'est massacre à la tronçonneuse. Et en fait, le bois qui était coupé servait à alimenter la chaufferie communale des jets. Donc en fait, à la dame, je lui ai répondu, je lui ai dit, en fait non, c'est pas massacre à la tronçonneuse, vous êtes en plein dans un chantier développement durable. Simplement. Et voilà. C'est comme ça, mais il faut expliquer. Donc voilà, on passe du temps à communiquer maintenant, quand on est bien fatigué le soir et qu'on sort de son chantier et puis qu'on a bien donné pendant 9 heures de temps. C'est difficile d'entamer une discussion constructive avec quelqu'un qui vient vous aborder, quoi. Faut comprendre ça aussi, quoi. Jean-Charles vend tout son bois aux dernières scieries de la région, celles qui ont su résister à l'industrialisation de la filière en affichant résolument savoir-faire et qualité pour des produits made in Savoie. Et dans la production locale, une des niches actuelles pour cette scierie, c'est le très gros bois. Finalement, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans nos forêts, où il y a des forêts qui sont surcapitalisées avec un volume de bois important sur les parcelles et des arbres de grande taille. Ce n'est pas forcément ce qui est recherché par les industriels, mais ici, on sait l'utiliser, on sait le mettre en valeur en massif. On utilise ces gros bois pour faire des grosses sections, pour les chalets notamment de montagne, hein, pour la résistance, et puis aussi pour l'esthétique, dans la région des Aravis ou pays du Mont Blanc. On aime bien quand c'est cossu. Aujourd'hui, tous les déchets de scierie sont valorisés localement. La sciure pour faire les granulés bois, le bois déchiqueté pour la pâte à papier, et les écorces partent alimenter la grande chaufferie d'Annecy, la ville la plus proche. C'est bien quoi, Lucas. Si je veux qu'il tombe des sapins de main, lui, il faut qu'il boive de droite. Avant, une construction bois, on acceptait une fente, on acceptait un défaut, on acceptait une torse. Aujourd'hui, on veut que ce soit lisse, que ce soit comparable aux autres matériaux. Il faut vite faire pousser les sapins sans branches. Et faire pousser carré et sans branches. Ouais, c'est pas mal ça. Le résineux monte en altitude du fait du changement climatique. Et aujourd'hui, il faut aller de plus en plus haut pour exploiter ces volumes.
Qui dit plus haut en altitude, dit plus difficile. Et plus cher. Et plus cher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de valoriser les qualités du bois de montagne made in Pays de Savoie, parce qu'elles sont réelles. Acheter local, c'est comme pour l'agriculture, pour ce qu'on mange, quoi. Il y a le prix, il y a ce qu'on voit en bas à droite, mais il y a tout le reste, quoi. L'emploi que ça crée, l'environnement, le CO2, les forêts d'entretien, la flotte qu'on protège. Tous ces effets positifs induits, ils sont encore méconnus. Et même quand ils sont connus, ils ne déclenchent pas forcément l'acte d'achat ou le fait de mettre un petit billet en plus pour avoir du bois local. Mais il faut un choix de confiance que l'agriculture a réussi à faire. Je pense que ça commence à bien marcher. Le bois peut y arriver, quoi. Il y a 40% de la Haute-Savoie qui est couvert par la forêt. Si on ne profite pas de cette ressource-là... Mais c'est vrai qu'avant d'aller chercher du gaz de schiste, si on se creusait un peu la nanette pour savoir comment on exploite mieux, comment on utilise mieux la ressource bois, je pense que ce serait bien plus bénéfique à tout le monde. À propos de se creuser la nénette, Jean-Charles a eu l'idée d'utiliser un ballon dirigeable pour augmenter les capacités de débardage et économiser de l'énergie. Le projet, a priori un peu fou, a séduit les gens d'un laboratoire et un industriel qui ont embarqué dans l'aventure futuriste de Jean-Charles l'aventurier. On va voir les nouveautés qu'on a amenées sur la maquette. Ça change chaque fois qu'on vient. C'est ça, à la main, tu déplaces tranquille. À la main, à deux, tranquille. C'est pas juste un rêveur qui a imaginé ça, c'est un utilisateur, il coupe dans la forêt, il en a besoin, grosso modo, et les bûcherons de demain en auront besoin. Donc là, on a finalement dans le projet un client, un utilisateur. Donc ça, c'est formidable, parce que c'est pour le cahier des charges, ne serait-ce que la définition de ce qu'on a à faire, c'est très important. La technique mise à l'épreuve consiste à faire circuler le dirigeable le long d'un câble amarré aux extrémités du chantier, en haut et en bas. Le câble étant supporté par le ballon lui-même, il n'y a plus besoin de pylône. L'aéronef soulève à la fois l'étron débardé et le câble de guidage. Un treuil placé sous le ballon permet d'aller récupérer les troncs dans la forêt. L'idée est simple, encore fallait-il y penser. Les essais, pour l'instant à petite échelle, semblent plutôt très prometteurs, ce qui ravit Jean-Charles. Chaque fois que le projet met un petit coup en avant, c'est un petit cadeau. Voilà. Donc là, on est en train de repréparer un deuxième amarrage et de réinstaller sur un deuxième point le ballon. Oh, mais c'est bon, là, il vient, tranquille. Le but, c'est de pouvoir se décaler facilement, comme de besoin, de 10, 20, 30 mètres, pour décaler l'axe de travail, pour pouvoir, tu peux relâcher en douceur. pour pouvoir balayer une zone, un massif, voire même un massif complet, quoi. Et donc ça peut se faire exactement ce que tu disais de ce côté, mais de l'autre. Pour aller jusqu'au bout du principe, quand le ballon monte, on a besoin en bas juste de le freiner. On n'a pas besoin du moteur pour le faire monter. On veut récupérer l'énergie du freinage pour le faire redescendre. Parce qu'une fois qu'on le charge en amont, une fois qu'il est chargé, on a besoin de très peu d'énergie pour le faire redescendre. On n'a pas besoin de tirer fort. Et donc on arriverait à un système qui n'est pas autonome d'un point de vue énergétique, mais pratiquement. Et donc voilà, on veut aller jusqu'au bout de la démarche environnementale. Ici on est sur un ballon qui fait dans les 300 mètres cubes. À terme, ce sera un ballon qui en fera 4000. Donc ça va devenir colossal et impressionnant, mais comme vous pouvez l'entendre, silencieux. Et quelque part un peu magique quand même. Hein. C'est beau à voir. Jean-Charles croit dur comme bois son dirigeable. Et en bon optimiste, il ajoute que s'il devait un jour y renoncer, cela ne le ferait pas quitter la forêt pour autant. C'est là qu'il trouve son bonheur. C'est un métier où, même si c'est dur, les gens sont heureux de faire ce métier-là. T'abandonnes pas ça comme ça, quoi. Même si t'es mal payé, il y a un bien-être au travail, même si c'est dur.